Salut à toi et bienvenue dans ce crypto tuto. Aujourd'hui nous allons regarder comment on peut évaluer des projets dans l'univers des cryptos et donc surtout comment est-ce qu'on peut trouver les gems, les fameux jetons qui peuvent faire jusqu'à x100 simplement quand ils sont valués, donc quand ils arrivent sur Binance, sur les exchanges et sur plein d'autres plateformes. La question qui se pose c'est surtout comment éviter de tomber sur un scam, un projet qui n'est que peu intéressant et dont le simple objectif de la personne qui l'a monté c'est de t'arnaquer, ce qui n'est pas très plaisant si tu as envie de garder tout ton argent. Alors attache ta petite ceinture, on est parti, on va regarder ensemble les caractéristiques qui font qu'un projet peut être viable sur le long terme. Dans un premier temps, il faut déjà définir le projet. Pour ça, les gens qui définissent ce type de projet en général ont des roadmaps. Le principe d'une roadmap est très simple, pour ce faire on va regarder celle de SpiritSwap, un projet qui existe déjà sur Phantom, donc la blockchain de chez Phantom, et sur lequel qui a comme projet d'être un petit peu le PancakeSwap de cette blockchain là. L'objectif c'est tout simplement d'une roadmap, c'est de t'expliquer un petit peu donc quelles sont les étapes, qu'est-ce qui va se passer dans les mois, les semaines à venir et quels sont les projets de développement. Que ce soit en termes de design ou en termes de fonctionnalité, une roadmap sert vraiment à donner la direction vers laquelle un protocole va tendre. Donc là tu peux voir, quasiment tous les projets ont ça, ont une roadmap, ont un ensemble de dossiers, de documents qui leur permettent de savoir directement où et quelle est la direction qu'ils vont prendre. Pour tomber là-dessus, tu vas simplement, en général, ils ont tous un dossier document là, et tu cliques dessus et ça t'ouvre un guidebook sur lequel tu peux trouver toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension du projet. Ici donc tu peux voir qu'il est très très détaillé, Ils vont vraiment dans les détails, ils expliquent pas mal de choses, notamment sur ce qui a déjà été fait et sur ce qui est encore en cours de préparation et sur ce qui va être fait dans le futur. Toutes les idées qu'ils ont et qui peuvent être plus ou moins intéressantes. Déjà ça c'est un très bon signe, d'autant plus que tu peux voir qu'il y a pas mal de choses qui ont déjà été exécutées, ce qui donne énormément de crédibilité aux développeurs. Ensuite, il faut savoir, est-ce que c'est un projet qui est totalement unique, qui débute totalement ? Tout simplement parce que les projets, en fait, certains projets sont basés sur d'autres projets. Par exemple, le projet là de SpiritSwap est basé sur... Alors c'est écrit là-dessus, je pourrais pas te dire exactement là où c'est écrit, je l'avais déjà lu en entier. C'est écrit directement que c'est un copier-coller, au tout début c'était un copier-coller de PancakeSwap. Donc le principe, c'était juste de se baser sur ce qui existait déjà et de reprendre un petit peu les fichiers, donc pour éviter d'avoir à tout reprendre de zéro, c'est ce qu'on appelle un fork. Ça, c'est l'intérêt. Ce qui est un gros avantage quand tu forks, c'est déjà qu'on a une certaine tendance à connaître les lignes de code qui ont été utilisées pour faire ce type de projet, et donc que le mec ne repart pas à zéro. C'est pour ça que c'est très intéressant, parce que ça réduit le taux de chance que le mec ait fait une erreur un petit peu à la con au début dès qu'il a écrit son code, ce qui est plutôt sympathique pour toi qui n'a pas envie de te faire rogue ou qui n'a pas envie que le protocole se fasse hacker. Ok, une fois qu'on a ces informations-là, c'est quoi la suite ? Est-ce qu'il y a d'autres projets équivalents qui ont déjà réussi ? Donc là, par exemple, SpiritSwap, le principe, c'est d'être un exchange décentralisé. Et effectivement, des exchanges décentralisés, ça existe, c'est pas le premier exchange décentralisé. Ils ont leur propre interface. Ça fonctionne selon, donc, au début, aux lignes des codes qui ressemblaient beaucoup à PancakeSwap. Suite à ça, ils ont modifié leur UI. Leur UI, c'est simplement l'affichage User Interface. Et voilà, donc ça c'est ce qu'ils sont en train de faire. Très bien, donc ça fonctionne, c'est quelque chose qui existe. Par contre, méfie-toi quand tu as des projets qui sortent de nulle part et qui essaient de faire des choses totalement nouvelles. C'est là où tu commences à prendre des risques qui sont déjà plus élevés. Par exemple, quelqu'un qui veut simplement refaire un exchange décentralisé, eh bien il a des tas d'exemples sur lesquels il peut se baser et donc il va pouvoir apprendre directement de ça. Mais quelqu'un qui veut faire quelque chose de totalement nouveau, par exemple quelqu'un qui veut s'amuser à faire, je sais pas, je vais te dire quelque chose qui viendra très sûrement dans le futur et qui n'a pas encore vraiment de fonctionnalité pour le moment, ce serait par exemple d'avoir un stablecoin qui est entièrement backé par de la blockchain. Ça n'existe pas encore à 100%, à savoir que tous les stablecoins qui existent actuellement sont backés par des banques centralisées, ou alors à chaque fois il y a un équivalent qui existe et qui est dans le monde réel et qui est centralisé. Voilà, par exemple, si tu tombes sur quelqu'un qui te promet de faire ça, eh bien, commence à te méfier un petit peu, tout simplement parce que c'est des projets qui existent encore, mais qui ne sont pas forcément fonctionnels. Par exemple, il n'y en a pas encore à l'heure actuelle. Et ça, d'ailleurs, si c'est un projet, si un jour tu tombes sur quelque chose comme ça qui fonctionne plutôt bien, eh bien, si ça fonctionne, ça peut monter très très haut.
La certification des smart contracts. Alors comme tu dois déjà le savoir si tu t'amuses un petit peu à te balader du côté de la DeFi, les projets doivent obligatoirement avoir des contrats qui sont certifiés. Alors cette certification-là, j'abuse un petit peu quand je dis qu'elle est obligatoire, d'autant plus que c'est pas un gage de sûreté non plus, mais qu'est-ce que ça veut dire un contrat qui est certifié? Un contrat certifié, c'est tout simple, ça veut dire qu'il y a un autre développeur, souvent une association de développeurs, qui se sont amusés à regarder ligne par ligne, à tester des milliers de fois le code et à vérifier que tout fonctionnait comme c'était fonctionné. Alors ça, est-ce que ça fonctionne à 100%? Non. Il y a des DAO, il y a des exchanges qui se sont déjà fait hacker malgré cette sécurité supplémentaire. Cependant, c'est toujours un petit gage de sécurité que d'avoir un audit donc, qui a été effectué et qui permet d'avoir la validation que effectivement d'autres personnes ont regardé le code, que a priori il n'y a pas de souci, mais bon, on n'est pas du tout à l'abri donc d'un souci. Pour ça, tu peux aller voir directement les contrats des différents projets qui peuvent t'intéresser, et tu peux également t'intéresser donc directement, par exemple, je sais chez SpookySwap ils l'ont. Eux, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont les contrats et ils ont surtout un endroit, alors je n'ai pas exactement l'endroit là où c'est, mais je sais qu'ils ont été vérifiés il n'y a pas longtemps. Et ils ont un endroit normalement là où c'est écrit qu'ils ont été vérifiés, donc ils ont la certification. Je peux pas dire exactement là où c'est sur leur site web, mais je sais que ça a été fait. Voilà, fully audited by Certic. Certic qui est quelqu'un qui s'occupe donc de faire les différents contrats. Et comme tu peux le voir ici, donc tu as leur score, ici tu as l'audit complet que tu peux télécharger, que tu peux regarder directement, qui valide donc ligne par ligne qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont fait leurs tests, les différents tests qu'ils ont effectués dessus, et ça c'est quand même un certain gage de sûreté. Voilà, histoire que tu sois au courant de comment ça fonctionne et de pourquoi on s'intéresse quand même à ces audits. Suite à ça, est-ce que le projet génère de l'argent? Ça, c'est une question très importante, comme dans n'importe quel business. Si le projet ne génère pas d'argent, eh bien c'est qu'il y a un problème quelque part. Alors pour ça, il faut comprendre déjà comment les projets génèrent de l'argent. Pour SpookySwap ou SpiritSwap, qui fonctionnent quasiment de la même façon, ce qui vont nous intéresser, c'est au niveau des swaps. Tout simplement, en termes de swap, eh bien, il y a donc des frais qui s'appliquent dès que tu fais un swap. C'est exactement pareil sur Uniswap, sur SushiSwap et équivalent. Il y a des frais qui s'appliquent quand tu vas faire un swap, donc quand tu vas passer d'une monnaie à une autre. Ces frais-là servent à payer uniquement. Donc, ils ont plusieurs utilités en fonction donc de ce qui se positionne et de ce qui a été décrété sur les différents exchanges décentralisés. Ils peuvent par exemple rémunérer donc les gens qui ont les LP, c'est-à-dire les gens qui provident la liquidité, ou alors ils peuvent aller directement dans la poche de la personne qui a inventé, donc ici SpiritSwap par exemple, ou alors ils peuvent être redistribués une partie à des gens qui ont des tokens un petit peu spécifiques, par exemple des InSpirit qui viendront bientôt, ou par exemple sur Curve avec les VECRV qui peuvent être bloqués et qui peuvent te permettre d'être rémunérés sur les transactions qui sont effectuées, sur les swaps qui sont effectués au niveau de Curve. Voilà. La deuxième question à se poser, elle revient à l'utilité du jeton. À quoi est-ce que ton jeton sert? Si ton jeton est simplement là et qu'il existe mais qu'il n'a pas d'autre fonctionnalité que d'exister, eh bien tu risques très fortement d'avoir un souci avec ton jeton tout simplement parce qu'il ne sert à rien. Et les jetons qui ne servent à rien ne servent qu'à faire de la spéculation. À partir du moment là où la période là où les gens font de la spéculation dessus tombe, eh bien ton jeton va perdre de sa valeur. Tout simplement parce qu'il ne sert à rien. C'est là qu'il faut donner obligatoirement de l'utilité à un jeton. Pour ça, il y a plusieurs choses à faire. Déjà, en général, les exchanges décentralisés vont avoir donc cette fonctionnalité-là qui permet de stacker leurs jetons. Par exemple, ici, tu peux stacker du FTM bout, c'est-à-dire c'est une paire, et tu vas être rémunéré dans le jeton qui est le bout, le jeton donc de SpookySwap. Aussi, également, tu peux stacker ton bout, donc le jeton de SpookySwap, et en stackant ce bout-là, en fait, il y a un système qui va faire en sorte que tu vas récupérer une petite somme des exchanges qui sont réalisés sur SpookySwap. Également à terme, ils ont prévu de pouvoir faire en sorte que les gens donc, qui investissent dans le XBOO, qui est leur jeton de gouvernance, puissent avoir un certain poids au niveau des choix qui sont effectués sur la plateforme et puissent guider un petit peu donc la direction que le projet va prendre. Ça, c'est un exemple d'utilité. Ensuite, je pense également par exemple à Theta Network,
On va regarder directement ce que ça donne à Theta Network, donc le Theta Token, qui lui a une autre utilité, tout simplement parce qu'il permet de rémunérer les personnes quand ils créent des vidéos sur leur serveur, donc sur Theta Network. Quand je dis sur leur serveur, c'est plutôt sur leur blockchain. Après, c'est un petit projet un petit peu plus compliqué, mais il y a une véritable utilité derrière. Je pense également à Filecoin, qui fonctionne exactement de la même façon, c'est-à-dire que les gens qui uploadent des fichiers doivent payer une certaine quantité de Filecoin pour pouvoir upload leurs fichiers et pour pouvoir y accéder à chaque fois. Ce qui peut être très très intéressant. Tu peux également partager une partie de ton espace de stockage, que ce soit sur ton ordinateur, sur ton téléphone, pour pouvoir stocker et donc générer un petit peu de Filecoin directement grâce à ton espace de stockage. Bref, ça c'est le genre de projet là où il y a une véritable utilité derrière le jeton. Il permet de faire des choses et c'est là que tu te rends compte que ça c'est le type de projet qui peuvent donner quelque chose dans le futur. On en revient donc au deuxième point, est-ce que c'est quelque chose qui est uniquement spéculatif et qui n'a pas encore d'utilisation et qui n'a peut-être même pas dans la roadmap d'utilisation née ou créée, ou alors est-ce que c'est un jeton qui permet vraiment de faire des choses et qui est un jeton utilitaire? Si le jeton ne sert à rien, évidemment c'est un jeton totalement spéculatif et pose-toi les bonnes questions pour savoir effectivement à quoi va servir ce jeton dans le futur et pourquoi j'investirais plus dans ce jeton là que une référence comme par exemple la pointe. On va faire référence à Bitcoin ou tout autre gros jeton qui est connu. Quand je parle de jetons, c'est des tokens, c'est des bitcoins, c'est des coins, c'est ce que tu veux, c'est différents tokens. Ensuite, parlons un petit peu de l'équipe, parce que oui, ce qui est intéressant, c'est quand même de savoir quelle équipe, qui sont les gens qui sont derrière. Alors si tu t'intéresses beaucoup à la finance décentralisée, tu vas te rendre compte de quelque chose, c'est que l'équipe, 95% du temps, elle est totalement anonyme. Et ce pour plusieurs raisons. Déjà tout simplement parce que en termes de législation, si tu crées une entreprise, parce que les DAO et les exchanges décentralisés se sont considérés comme des entreprises, eh bien tu as toute la partie légale dont tu es censé t'occuper. En étant anonyme, les gens, eh bien, ils s'arrangent pour ne pas s'occuper de cette partie légale, tout simplement parce que c'est impossible de savoir qui c'est qui est derrière. Ce qui peut être intéressant. Ensuite, il y a toute la partie de si le projet se plante, c'est la faute à qui? Eh bien si la team est anonyme, on peut pas trop leur mettre la faute dessus. Ça par contre, c'est le risque qui va donc du côté des personnes qui décident d'investir dedans. Encore une fois, on est dans la blockchain, on est dans la décentralisation, on est dans les crypto-monnaies, c'est un environnement qui est risqué. Et je pense que tu es capable d'apprécier ce type de risque, sinon tu ne serais tout simplement pas là en train de regarder cette vidéo. Donc, comment sélectionner son équipe? Eh bien tout simplement si tu n'as pas d'informations sur l'équipe, ce qui est normal et ce qui arrive très fréquemment, à savoir que quasiment tous les exchanges décentralisés sur PancakeSwap, sauf un, sont totalement anonymes, donc c'est vraiment quelque chose de fréquent de tomber sur une team anonyme, eh bien il faut regarder surtout qu'est-ce qu'ils ont déjà réalisé. Est-ce qu'ils ont déjà monté des projets derrière? Si oui, regarder l'état de ces projets et se positionner dessus. Est-ce que ces projets-là sont pertinents? Est-ce qu'ils apportent de la valeur? Est-ce que ce sont des jetons qui permettent d'être uniquement spéculatifs ou est-ce qu'ils ont une véritable utilité derrière? Ce sont les premières questions à se poser par rapport à ces jetons-là. Mais également, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder là où le projet en est directement, donc le projet actuel. Est-ce qu'il y a déjà une roadmap? Est-ce que sur cette roadmap, on a déjà avancé? Donc, est-ce qu'on a des dates? Est-ce que ces dates-là, elles ont été tenues? Est-ce qu'elles n'ont pas été tenues? Si elles n'ont pas été tenues, est-ce qu'il y a des raisons là derrière? Bref, tout ce genre de questionnement que tu peux te poser pour savoir effectivement si le projet est réellement en vie ou si c'est plutôt un scam qui est mal intentionné et qui va essayer de te voler ton argent. Vraiment, pose-toi ces questions-là, regarde directement avec les développeurs et n'hésite surtout pas à leur faire des messages si tu as envie de comprendre quelque chose, de savoir pourquoi ça fonctionne, qu'est-ce que ça existe et à quoi ça sert. Les gens en général qui sont trustworthy, donc à qui tu peux faire confiance, vont se faire plaisir en t'expliquant vraiment leur projet de A à Z et en rentrant dans les détails en te disant nous on a fait ça, on est à 100% sûr, on l'a fait pour cette raison-là parce qu'on est vraiment convaincu de ça. Bref, n'hésite surtout pas donc à contacter ces gens et à leur poser des questions. Ensuite, un autre élément qui peut être très intéressant, c'est d'aller checker donc dans les différents éléments que tu vas pouvoir rencontrer. Donc par exemple, je pense surtout aux réseaux sociaux qui sont énormément utilisés sur les nouveaux projets donc dans la blockchain, que ce soit de la DeFi, que ce soit des projets un petit peu plus classiques ou des NFT, eh bien c'est d'aller checker directement le Twitter de la personne en question et de regarder ce qui s'y dit. Si tu vas voir dans le Twitter de la personne en question et que d'un seul coup tu tombes sur 50 messages là où les gens crient au scam, crient à l'arnaque et crient à ce que tu veux, eh bien c'est peut-être le moment de se poser la question, est-ce que ce serait pas une arnaque ?
c'est normal qu'il y ait un ou deux messages sur n'importe quel compte là où les gens vont crier à l'arnaque. Mais par contre, si tout le monde est là en train de gueuler, c'est vraiment qu'il faut se poser la question de est-ce que c'est legit, est-ce que c'est pas legit. D'une autre façon, tu peux aller vérifier ça directement dans le Telegram du groupe et demander aux gens ce qu'ils pensent de ce projet. Est-ce que les gens sont pour, est-ce que les gens sont contre, et surtout est-ce que les gens ont déjà une expérience avec les développeurs, qu'est-ce qu'ils en pensent. Parce qu'en général, tu vas pouvoir l'observer, un bon projet, eh bien les gens en sont satisfaits, les gens vont en parler positivement et les gens n'auront pas trop de raisons de se plaindre, tout simplement parce que les développeurs sont derrière et que les développeurs délivrent derrière et donc ont de la valeur à apporter. Bref, intéresse-toi énormément à ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Telegram, sur Discord ou sur Twitter, c'est là que tu vas trouver le plus de valeur et le plus d'informations quant à la réalisation des projets en cours. Ensuite, je t'invite énormément donc à regarder le guidebook ou le Notion de ces gens-là. Le guidebook ou le Notion, c'est tout simplement la liste des documents que tu peux retrouver dans la partie Docs de la majorité des projets. Ici, tu vas donc avoir un détail complet du fonctionnement du projet avec plein d'explications, plein de détails qui ont pour objectif de faire en sorte que tu comprennes où est-ce que le projet est actuellement, où est-ce qu'il a envie de se diriger, quels sont les objectifs et comment se positionner dessus. Si les gens n'ont pas de Notion sur lequel ils expliquent, si les gens n'ont pas de guidebook sur lequel ils expliquent qu'est-ce qui va se passer en termes de ce projet-là, eh bien c'est peut-être l'occasion de se questionner et d'aller directement parler aux développeurs. Peut-être que ça n'a pas encore été fait, mais en tout cas, pose-toi vraiment cette question-là, parce que c'est très intéressant de comprendre directement, donc de voir pourquoi ils sont en train de faire telle chose, pourquoi ils ne sont pas en train de le faire. Encore une fois, tous ces conseils-là, c'est dans le but de t'éviter à ce que tu aies des problèmes dans le futur, dans le présent ou dans le passé, directement avec donc ces différentes choses. Tout simplement parce que c'est pas forcément évident d'être capable au premier coup d'œil de déceler si c'est un projet qui a du futur ou si c'est un projet qui en fait va tout simplement nulle part. Et à partir du moment là où tu investis ton argent dedans, il faut que tu sois conscient que donc tu peux faire une décision informée et que tu puisses réduire au minimum le risque que le projet soit un projet sans fondement, que ce soit un projet avec des développeurs qui ne s'y connaissent pas ou qui sont tout simplement des amateurs. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile et que tu pourras t'en servir en tant qu'un petit peu comme référence pour savoir directement voir quels sont les projets intéressants dans lesquels tu peux investir et auxquels tu peux faire confiance et arriver à déceler les projets qui sont un petit peu douteux, qui sont un petit peu bancals, auxquels tu devrais te poser des questions. Ensuite, j'ai oublié d'émettre un point, donc je vais te le donner tout de suite. Ce sont également tous ces projets-là, là où les gens en fait peuvent bénéficier directement des jetons. Comme tu le sais, quand les gens créent des projets, il y a une certaine quantité de jetons qui sont alloués aux développeurs, ce qui est totalement normal, mais par contre ce qui n'est pas normal, c'est que les développeurs puissent les vendre au jour 1. Si les développeurs peuvent vendre au jour 1 leurs jetons, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Intéresse-toi donc également à la distribution de tous ces jetons-là. Pose-toi la question, ok, mais si le mec peut vendre ses jetons au jour 1 et que ça fait un boom, le développeur va les vendre. Si le développeur les vend, est-ce qu'il a confiance en son projet pour le futur ? Je ne pense pas, non, je ne pense pas. Donc, méfie-toi de ce genre de projet-là où les développeurs ont directement le droit de vendre tous leurs jetons direct en day one. C'est vraiment le genre de projet là où tu dois te méfier. Arrange-toi pour prendre des projets là où il y a 6, 12 mois et parfois plusieurs années avant que les gens puissent directement vendre. En général, c'est représentatif de l'engagement du développeur vis-à-vis de son projet, simplement parce qu'il sait qu'il ne va pas pouvoir retirer tout de suite et donc il a cet engagement, il a cette volonté d'aller au bout de son projet et d'aller plus loin et donc d'apporter un maximum de valeur. Voilà, je pense que cette vidéo est désormais terminée. Maintenant, si c'est quelque chose qui t'a intéressé et si c'est quelque chose qui t'intéresserait dans le futur, n'oublie pas que je suis sur YouTube et que je fais tout plein de vidéos de ce type-là. Et je fais également des crypto-actus dans lesquels je m'arrange pour faire une petite review de l'actualité et savoir directement qu'est-ce qui se passe. Bref, si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et essaye peut-être de faire un commentaire ou alors de mettre un pouce bleu. C'est quelque chose qui m'aiderait énormément à faire avancer la chaîne. En tout cas, je te remercie de ton attention et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci.